Bonjour tout le monde, bienvenue au Jeudi de la langue. Je souhaite la bienvenue aussi au nom du Mouvement Montréal français. Comme probablement la plupart d'entre vous le savent, le Mouvement Montréal français a été lancé en juin dernier. C'est un regroupement de citoyens qui a pour but de faire du français la langue commune. Il y a eu le lancement qui s'est fait à l'UQAM le 11 juin. On a ensuite pris part au défilé de la fête nationale avec une bannière. On a pu distribuer les autocollants et commencer à inscrire des gens comme membres sympathisants du mouvement Montréal français. On est rendu à plus de 500 personnes. Et tout au cours de l'été, je ne dirais pas que c'est à cause du mouvement Montréal français, mais le débat linguistique, la question linguistique a été beaucoup discutée dans les médias pour toutes sortes de raisons. Il y a le Journal de Montréal, une journaliste qui a fait une enquête au centre-ville, qui a trouvé qu'il y avait, je pense, à peu près tout l'affichage non permanent était une langue anglaise, ça se faisait aborder beaucoup en anglais. Il y a eu aussi l'histoire du frère Untel, on dirait que l'actualité a foisonné d'articles. Il y a des gens qui sont aperçus, par exemple, que dans l'ouest de l'île, il n'y a aucun cinéma qui projette des films en français. Alors, c'est bien parti. L'objectif des Jeudis de la langue, un des objectifs du mouvement Montréal français, c'est de briser le silence sur la question linguistique, briser le tabou. Tabou qui a été favorisé, je pense, par des affirmations telles qu'on a connues cette semaine par Mme Wong. Mme Wong qui attribuait la tragédie du collège Johnson à la loi 101. D'une part, semble oublier que des lois linguistiques, il y en a partout à travers le monde. Il y en a dans plus de 110 États, et dans 190 États, et 110 pays. Alors, ça nous mène aussi à notre sujet de la soirée, parce que la question linguistique, la diversité culturelle et linguistique, c'est un enjeu de la mondialisation de plus en plus important. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole au président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, celui qui, le premier, a réagi aux propos de Mme Wong, Jean Dorion. Alors, merci Mario. C'est gentil d'avoir souligné la rapidité. C'est un métier où il faut être l'homme qui tire plus vite que son ombre. Alors, on essaie de la hauteur. La personne que vous allez entendre ce soir, bon, vous la connaissez toutes à des degrés divers. Quand on a affaire à une personne qui a une expérience aussi vaste et diversifiée que Louise Baudouin, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on est obligé, au lieu de parler de la personne elle-même, d'énumérer ses titres, mais ça vaut la peine de faire cette énumération parce que ça en dit long sur la qualité et l'appréciation qu'on peut avoir d'elle un peu partout puisqu'on l'a sollicité pour autant de fonctions. Louise Baudouin a étudié l'histoire à l'Université Laval. Elle a aussi une licence en sociologie de la Sorbonne. Elle a été responsable de la coopération à l'École nationale d'administration publique du Québec. Elle a été directrice de cabinet du ministre des Affaires intergouvernementales. Elle a été directrice des Affaires françaises au ministère des Relations internationales du Québec. Elle a été déléguée générale du Québec à Paris, chargée de mission pour Canadair en Europe. Elle a été directrice de la distribution et du marketing et des affaires internationales chez Téléfilm Canada, directrice générale de la Société du Palais de la Civilisation à Montréal, vice-présidente au développement des marchés de Raymond Chabot International, ministre des Relations internationales brièvement à la fin du régime Lévesque. Elle a été aussi, enfin, à la fin du régime du Parti québécois, plus exactement, d'octobre à décembre 1985. Elle a été en 1994 élue députée dans Chambly et réélue en 1998. Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, ministre de la Culture
et des communications, le ministre responsable de la Charte de la langue française, ministre des Relations internationales également de 1998 à 2003, et à cette époque, pendant à peu près 2 ans et demi, elle était ma patronne, quand j'étais délégué du Québec à Tokyo. Et elle était aussi ministre responsable de l'Observatoire de la mondialisation vers la fin du régime péquiste. Et puis, ça c'est moins glorieux, elle a été défaite dans Chambly. Je pense qu'à cause d'une affaire de fusion municipale, beaucoup plus que pour quelque autre raison que ce soit, en 2003, par la suite, elle a été invitée à enseigner à l'Université Jean Moulin à Lyon. Elle a été professeure associée d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, et encore, je pense, ici toujours. Et puis chercheur associé au Centre d'études internationales de la mondialisation, à la chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie. Et bien sûr, Mme Baudouin est beaucoup plus que toutes ses épaulettes. C'est une militante, une battante, sa personnalité, sa culture, son réseau unique de relations dans le monde entier en ont fait un atout extrêmement important pour la cause du Québec. Elle a reçu aussi, elle était reçue au titre de commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur à l'Assemblée nationale française le 23 septembre 2004. Et j'ajouterais que c'est une personne, parce que je sais l'expérience personnelle et aussi par d'autres, en particulier notre directeur général de la société qui a travaillé dans son bureau de comté pendant des années. C'est aussi une personne pour qui il est très agréable et très stimulant de travailler. Alors c'est un grand honneur pour moi que de vous présenter Louise Baudouin. Alors, merci beaucoup. Merci à Mario Beaulieu, que je connais depuis longtemps, qui m'a invité donc ce soir au Jeudi de la langue. Merci à Jean Dorion, c'est vrai, Jean rappelait que quand il était délégué général du Québec à Tokyo, que j'étais ministre des Relations internationales, et il a été, je peux vous le dire, un excellent délégué général. Parce que Tokyo, c'est pas évident, là. C'est un peu loin du Québec, mais en même temps, c'est extrêmement important de dire qu'on soit présent en Asie. On a une délégation générale depuis quand même, quoi, genre 20 ans, 30 ans, 30 quelques années. Et il a occupé donc ce poste avec brio. Parce que tout ce que je disais, tout ce qu'il m'envoyait, à chaque fois qu'on se rencontrait, je trouvais qu'on avait donc raison. Il était très pertinent que notre présence en Asie s'exerce par la présence donc d'une délégation générale là-bas. J'étais très heureuse quand Jean est devenu donc président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Alors évidemment, je salue Daniel de Montréal, qui est le directeur général, qui est mon ami, mais qui en même temps est un militant aussi donc du Parti québécois dans Chambly, en tout cas avec moi pendant toutes ces années. Il était mon directeur de bureau de comté. Alors moi, ce soir, avant qu'on discute et puis qu'on parle, j'imagine, de la situation plus précisément, là, et Mario y faisait référence, Montréal français, la situation du français à Montréal, etc., on m'a quand même demandé, puis je pense que c'est important, d'essayer de faire la relation avec la situation internationale. Parce que moi, je crois très sincèrement, je peux me tromper là, mais que notre situation, on n'est pas isolé là, dans le monde, je veux dire, on vit cette mondialisation-là, mais on ne veut pas la vivre telle qu'elle nous est présentée. On veut justement essayer de la maîtriser le plus possible. Donc, il n'est pas indifférent à la situation du français au Québec que cette situation, disons, de la diversité culturelle et linguistique dans le monde. Alors, je voudrais vous en parler un peu, et puis qu'ensuite, donc, on puisse discuter.
c'est vrai que pour moi, et c'est la seule chose que les gens n'ont pas dit, mais je vais vous le dire, j'avais beaucoup hésité à faire ça avant de la nationalité française. Et aujourd'hui, très curieusement, je ne sais pas, j'avais pas lu la Gazette, mais le journaliste de la presse qui m'a téléphoné tout à l'heure pour me dire qu'il y a une manchette dans la Gazette qui dit que Stephen Harper pense à remettre en question les doubles nationalités, la double nationalité. Bon, pour toutes sortes de raisons, il y en a certaines qui peuvent être bonnes, là, mais bon, ça va quand même contre le mouvement général dans l'univers. Je veux dire, franchement, on est justement des citoyens du monde. Alors, elle m'a posé la question à la fin, si vous aviez à choisir entre votre nationalité française toute présente, hein, ça fait 2 ans, et la nationalité canadienne, laquelle vous choisiriez? Alors, j'ai dit, bien sûr, c'est québécoise que je veux être, mais c'est quand même cette réalité-là. Moi, j'ai décidé de prendre la nationalité française, je vais vous dire franchement, pour me faire plaisir. Alors, il n'y a pas de raison de ça, il faut me faire plaisir. C'est vrai que je travaille beaucoup, et souvent en France, en Europe, mais surtout en France, très attachée à la France, puis moi, je veux l'exprimer. Mon mari est français, c'est pour ça que j'ai pu l'obtenir, hein, parce que sinon c'est compliqué, quoi. Même si on peut évoquer le retour. Oui, c'est ça, après 12 générations, c'est pas facile à justifier. Je suis d'abord et avant tout québécoise. Mais c'est vrai que pour me faire plaisir, puis pour, je sais pas, c'était comme un rêve pour moi. C'est sûr que j'aime beaucoup la France, donc je trouve pas qu'elle défende trop bien la langue française, on y reviendra. Mais ceci étant, c'est une décision donc, que j'ai pu prendre, que j'ai prise après avoir perdu en politique. C'était justement, je pense, pour compenser un peu, effectivement. Alors, oui, j'ai été battue, Jean, je pense que c'est vrai pour des raisons très locales. C'est dur, hein, parce que pour des raisons très locales. Il y avait un problème, la fusion, notre faute, le Parti québécois, le gouvernement du Parti québécois, on s'est obstiné dans cette erreur. C'était peut-être pas une erreur à Québec, Jean-Paul Lavie le voulait, puis ça c'est bon, finalement plus ou moins bien passé. Ici à Montréal, bon, c'est pas évident, mais en tout cas c'est certain sur la rive sud, c'était une erreur. Et puis on a persisté. C'est grave ça, quand on est dans un gouvernement, il faut, en tout cas j'espère être capable au moins de reconnaître cette erreur, et puis que pour la prochaine élection, on va avoir quelque chose à dire sur ces questions-là, parce que ça se joue beaucoup, vous savez, pas sur les enjeux internationaux, mais sur les enjeux locaux, quand on se présente dans une circonscription. Ça, il faut apprendre, il faut avoir cette humilité-là. Quand on décide de militer, de se présenter, il y a vraiment cette reconnaissance du fait que les problèmes locaux interpellent beaucoup plus la population que les problèmes internationaux. Alors, moi, l'enjeu, dans le fond, de la diversité linguistique et culturelle, pour moi, c'est de vivre, ou bien de vivre dans un monde où s'expriment plusieurs cultures dans une multitude de langues, ou dans un monde dominé par une seule langue et une seule culture. C'est ça qui est l'enjeu en question. Alors, la prise de conscience de cet enjeu-là, c'est sûr que les Québécois sont des pionniers dans cette prise de conscience. C'est sûr et certain, pour des raisons existentielles, évidentes. On a été parmi les premiers, 1977, c'est Mario qui disait qu'il y a plusieurs pays qui ont des lois linguistiques, mais celle du Québec est exemplaire à bien des égards. On sait que les Catalans s'en sont beaucoup inspirés. On sait que si on va en Flandre, si on va en Belgique, du côté français et du côté flamand, que c'est vraiment des territoires unilingues, chacun de leur côté, comme les cantons suisses d'ailleurs. La situation est différente ici. Mais ceci étant, la loi linguistique québécoise, donc celle de 1967, la Charte de la langue française, est quand même exemplaire à travers le monde. C'est important de savoir, c'est important, parce qu'on s'est fait tellement insulter, non seulement par Mme Roy récemment, ce qui est extrême. Je veux dire, en fait, quand j'étais ministre responsable de la Charte, il n'y avait pas une journée où il n'y avait pas un article dans un journal américain, anglais, ou n'importe quel pays, allemand, etc. Il n'y avait pas une journée où il n'y avait pas un article qui condamnait, sans le savoir d'ailleurs, le Québec et puis ses lois linguistiques. Bon, alors on répondait, passait beaucoup de temps avec nos délégués, justement, Jean le sait. Richard Gay, par exemple, à Londres, il y avait la plume alerte et acérée, et donc il la prenait régulièrement pour répondre. Donc, et la même chose donc, aux États-Unis, bien évidemment.
Mais c'est un fait dont on peut être extrêmement fier, même sur le plan international, puisque justement, on a été exemplaire. Donc, notre prise de conscience à nous, à date de 1977, mais la prise de conscience internationale de cet enjeu-là, c'est plutôt dans les années 80-90. D'une part, quand le Canada a signé cette entente avec les États-Unis, l'accord de libre-échange, puis ensuite l'accord de libre-échange nord-américain, il est très intéressant de voir que le Canada, parce que le Québec a beaucoup insisté, a demandé une exception culturelle, qui n'est pas étanche, d'ailleurs, parce qu'il y a un article qui dit que si le Canada prend des mesures, des politiques culturelles qui ne plaisent pas aux Américains, les Américains peuvent toujours réagir par des mesures de représailles. Ce qu'ils ont essayé de faire, d'ailleurs, au moment où il y a eu tout un débat sur les magazines, Mme Cobb, c'était la ministre à ce moment-là. Nous, ça nous touchait moins parce que c'était le Reader's Digest, c'était les versions canadiennes du Reader's Digest et puis de quelques magazines sportifs, la Sports Illustrated, des magazines de ce genre-là. Mais, donc, ils ont quand même demandé, parce que le Québec, justement, avait déjà beaucoup insisté, cette exception culturelle, c'est-à-dire que la culture ne soit pas incluse dans l'accord de libre-échange. Très intéressant de signaler, ça c'est en 88, l'accord de libre-échange États-Unis-Canada, et en 1994, quand l'accord de libre-échange nord-américain, donc quand le Mexique s'est ajouté au Canada et aux États-Unis, le Mexique n'a pas demandé cette exception culturelle. Très curieux, ils n'ont pas demandé. Alors, et donc, cette première prise de conscience internationale, mais comme je vous dis, c'est pas étanche. L'accord de libre-échange et l'ALENA, donc, ne sont pas étanches. L'article 2005 dit qu'il peut y avoir des mesures de représailles si le Canada adopte des politiques culturelles qui ne plaisent pas donc, aux Américains, et c'est ce qu'ils ont fait, comme je vous le disais à l'instant, avec la question des magazines. La France, elle, c'est en 1993 que la France, sa prise de conscience s'est effectuée, en même temps que d'autres pays européens, dont la Belgique d'ailleurs, et quelques autres pays européens, la Grèce, au moment des négociations du GATT, donc des négociations multilatérales, économiques multilatérales, qui ont mené vers un cycle du GATT, qui s'est terminé donc en 1993. Et ce qu'ils ont demandé, c'est l'exception culturelle, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à ne pas faire d'offres de libéralisation dans le secteur culturel. C'est donc un peu différent de ce qu'il y avait dans l'ALENA et dans l'ALE, mais la France donc a obtenu que les pays qui ne voulaient pas faire d'offres de libéralisation dans le secteur culturel puissent ne pas en faire. Alors on peut dire que la prise de conscience internationale, là, ça a été par l'exception culturelle. On ne voulait pas que la culture soit libéralisée comme d'autres secteurs dans le cadre de ces grandes négociations là, multilatérales. Alors, l'Organisation mondiale du commerce a été créée en 1994, immédiatement après la fin du GATT. Ça a été remplacé par l'Organisation mondiale du commerce, et depuis ce temps-là, il y a toujours des tentatives de la part donc des Américains essentiellement, il y a d'autres pays aussi, de libéraliser donc la culture dans ce cadre-là, multilatéral, Organisation mondiale du commerce. Et c'est là que l'idée est venue de passer de l'exception culturelle à la diversité culturelle. Alors la diversité, l'exception culturelle, tout le monde s'est dit, ça va être un peu comme la ligne Maginot. Là, vous vous souvenez, en France, en 1939, les Français ont cru que jamais les Allemands envahiraient la France parce qu'il y avait la ligne Maginot et que ça les protégeait. Et puis c'est devenu l'exemple parfait de ce qui ne protège pas, puisque la France a été envahie, vous le savez, en 1939, en quoi 2 mois, puis bon, ça a été cette amère défaite donc, de la France a été 1939. Et par conséquent, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, on ne sera pas capable de résister à des négociations commerciales multilatérales qui, par définition, sont des négociations où il y a du troc. Bon, tu libéralises le secteur de la culture et je libéralise le secteur de l'agriculture. Et c'est comme ça que, finalement, on finit par trouver un terrain d'entente. Et vous remarquerez qu'actuellement, si les négociations, donc, dites de Doha, le cycle de Doha, sont dans l'impasse, si ces négociations-là sont dans l'impasse, c'est à cause des questions agricoles, non pas à cause des questions culturelles. Parce que, vous savez que les pays émergents, les pays, donc en
en développement, mais des pays en développement accéléré, des pays qui sont très très forts maintenant sur la scène internationale. Ils ont formé un groupe, le groupe des 20, dont le Brésil et l'Inde sont les deux principaux leaders. Et puis, ces pays-là demandent aux États-Unis, qui subventionnent grandement leur agriculture, puis à l'Union européenne, on sait que l'essentiel du budget européen, c'est ce qu'on appelle la PAC, la politique agricole commune. Donc, ces pays en émergence, ces pays africains surtout, c'est surtout terrible pour l'Afrique. Vous le savez, le coton, je veux dire, l'Afrique en vie, le Mali, des pays comme ça ne peuvent subvenir minimalement à leurs besoins que par le coton. Alors, cette filière coton, justement, elle est super subventionnée aux États-Unis, on le sait très bien. Et puis aussi, donc, d'autres filières le sont en Europe. Donc, il y a l'impasse actuellement, mais c'est toujours inquiétant de se dire, est-ce que l'agriculture, un jour, si ça se règle, est-ce que ça veut dire que la culture va passer, à un moment donné, dans le collimateur de ces négociations commerciales multilatérales? Alors, pour éviter ça, je ne dis pas qu'on l'aura évité pour de bon, puis de façon étanche, mais pour éviter ça, le Québec, la France, et en partie le Canada, a décidé, mais le Québec et la France ensemble ont décidé de former un groupe de travail, donc c'est en 1998, sur la diversité culturelle et pour essayer de faire en sorte que la culture ne soit pas donc libéralisée dans ces grandes négociations commerciales multilatérales. Et donc l'idée qui nous est venue, c'était de dire, on va passer d'un concept à l'autre, ça va être plus facile à vendre. C'est moins négatif, c'est plus positif, c'est plus consensuel de parler de diversité culturelle que de parler d'exception culturelle. Mais en même temps, c'est devenu un concept beaucoup plus flou, beaucoup plus mou. L'exception culturelle, on voit bien ce que ça veut dire. Au premier degré, la diversité culturelle, tout le monde est pauvre. Même les Américains, quand je suis allé aux États-Unis, à Los Angeles, un jour, quand j'étais ministre, j'essayais de vendre cette idée de diversité culturelle. Il y a quelqu'un qui s'est levé dans la salle pour me poser la première question. Il y avait quand même 200-300 personnes à Los Angeles pour me dire que Los Angeles était la ville la plus diverse au monde. Alors qu'il ne voyait pas pourquoi il faudrait protéger la diversité culturelle dans le monde. Les autres étaient, vivaient cette diversité culturelle, ils ne voyaient pas pourquoi. Alors, c'est pour ça que c'est pas clair. Hein? Ça veut dire, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses, la diversité culturelle. Ça peut justement vouloir dire vivre ensemble au Québec, vivre ensemble. Il y a des communautés culturelles, il y a des groupes ethniques, il y a toutes sortes de monde. Et puis, même chose, je veux dire, dans tous les pays maintenant. Donc, ça peut vouloir dire ça, dans nos nations plurielles, la cohabitation, vivre ensemble. Mais ça peut vouloir dire, dans un deuxième niveau de définition, je dirais le choc des civilisations. Voilà, on vit ça. En tout cas, il y en a qui voudraient qu'on le vive. C'est la guerre au terrorisme qui nous mène, jusqu'où, on verra. La guerre. Et donc l'islam, on a vu le pacte, c'est emmêlé les pinceaux, là, je veux dire, cette semaine, il a oublié qu'il y avait une chrétienté en Orient, hein? Il y a même une chrétienté en Orient. Il y en aura plus bientôt, là. Il y a un pan complet là, de la civilisation qui va disparaître, c'est la chrétienté d'Orient. Je lisais là qu'à Bagdad, alors de voir aujourd'hui, Christian Rioux a interrogé l'archevêque de Bagdad qui disait qu'il y avait 60 000 chrétiens à Bagdad avant l'invasion américaine, il en reste 3 000. Pourquoi rester à Bagdad? Moi, je suis allé au Kurdistan, je suis allé en Irak 2 fois depuis un an, 2 fois. Mais dans le nord, quand même, là où c'est plus calme, c'est plus tranquille, mais où les Kurdes, justement, nous prennent quand même en exemple comme résistants, disons, linguistiques et culturels. Et dans le Kurdistan, il y en a aussi des chrétiens. J'ai rencontré l'évêque. Et puis, ce sont ils parlent l'araméen, ils parlent la langue du Christ, quand même incroyable de vivre ça. Mais, ils vont quitter les Coptes en Égypte, il y en a partout, au Liban, les Maronites. Mais c'est un pan de la civilisation qui risque de disparaître en cas, justement, disons, de ce qu'on ne souhaite pas, mais de ce qu'on peut craindre. De ce choc de civilisation, de cette guerre de civilisation. Donc, dans laquelle les Américains veulent nous embarquer, bien évidemment. Alors,
c'est sûr et certain que toute cette question-là, ça peut se définir comme étant la diversité culturelle, la cohabitation des cultures dans le monde. Bon. Et la troisième acceptation, qui est celle que l'UNESCO a retenue, qui est tout simplement la diversité des expressions culturelles, c'est-à-dire les politiques culturelles du Québec, par exemple, la SODEC, dont Téléfilm Canada, bien évidemment aussi pour le cinéma, mais la SODEC, donc, qui est un peu le guichet unique pour toutes les industries culturelles québécoises. Alors, ces politiques culturelles, qui sont soit des quotas pour les chansons francophones au Québec dans nos radios, vous savez qu'il y a quoi, 60-65% de quotas, si on n'avait pas, vous savez très bien qu'on n'entendrait pas beaucoup de chansons en français. J'aime beaucoup que ce soit un quota francophone, et non pas un quota québécois francophone, un quota francophone international. Très bien. Bon. Et puis, il y a des quotas à la télévision aussi. C'est le contenu canadien, malheureusement, ils n'ont pas le contenu québécois. En tout cas, disons que dans les télés québécoises, c'est quand même, à toutes fins utiles et pratiques, dans la réalité, des quotas québécois. C'est pour ça qu'on a quand même des séries qu'on aime. Ce soir, on en rate une, là. Vous êtes arrivé à pendant la dernière demi-heure du documentaire, pas du documentaire, c'est une fiction sur les évêques. Mais, donc, tout ça qui coûte assez cher, notre marché est beaucoup trop petit. Vous imaginez bien, 6 millions, quelques centaines de milliers de francophones, pour amortir quelques films que ce soit, ou quelques grandes séries télévisées que ce soit. Je veux dire, Denis Arcand, quand il fait les invasions barbares, ou il décline l'Empire américain, il n'est pas capable de le faire, on l'a vu, là, parce qu'il n'était pas content de sa productrice et sa femme, et lui, parce que Téléfilm Canada donc, avait refusé de financer son dernier film, qui s'appelle, je ne sais trop comment, là, mais qui est en train d'être tourné. Bon, alors voilà, c'est un historien qui a le sens de la tragédie. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas faire au Québec le film le plus populaire qui possible. Je ne l'ai pas vu, le Cop, Bad Cop, je ne l'ai pas vu encore. Mais ça aussi, il y a eu des subventions, je veux dire, de téléfilms et de la SODEC. Parce que le marché, tout simplement, n'est pas porteur, n'est pas suffisamment grand pour l'amortir. Les Américains font des films de 100 millions, ils mettent 100 millions dans le marketing, ils sont 250 millions. Nous, on fait des films de 5 millions, et puis, il faut qu'il y ait là-dedans, écoutez, je ne sais pas moi, la moitié d'argent public, l'argent des contribuables. C'est ça qui est en cause à l'Organisation mondiale du commerce. Si c'est libéralisé, la culture, on ne pourra plus faire ça, on ne pourra plus avoir de quotas pour la chanson francophone, on ne pourra plus avoir de subventions pour le cinéma québécois. Donc on n'en fera plus de films en français, parce que si Denis Arcand, Dieu merci, fait ses films encore en français, c'est essayé en anglais, d'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de succès. Dans le fond, les films ou à Cannes ou ailleurs, où il y a eu énormément de succès de la critique mondiale, qui a gagné des prix, puis qui ont fait quand même beaucoup de recettes au guichet ici au Québec, c'est des films qu'il a fait en français, puis je suis contente de voir qu'ils persistent là. Bon. Mais nous, si on veut continuer à produire en français des chansons en français, des livres en français, des disques en français, il faut qu'il y ait des politiques culturelles, des subventions, des quotas, tout un outil là, de fiscalité, des outils fiscaux, etc. Or, si c'est libéralisé, eh bien, ça ne sera plus le cas. Alors, c'est ça qui était en cause. Est-ce qu'on peut encore se donner des politiques culturelles? Donc, avec la France, on a mis sur pied ce groupe de travail qu'on a fini donc, par réussir à pousser cette idée-là sur la scène internationale. Dites-vous bien que parce que nous ne sommes pas souverains, si on n'avait pas eu cette alliance avec la France, jamais on n'aurait pu porter ce dossier-là sur la scène internationale. Quand le Canada a commencé à s'y intéresser, encore c'était le ministre, et moi j'étais ministre de la Culture, elle était au patrimoine canadien, je lui ai écrit, je lui ai dit, Madame, voilà, nous autres, c'est bien évident, là, nous, Québécois, qu'on veut être partie prenante dans ce dossier-là. Puis elle m'avait répondu, ben, si vous voulez une plante verte derrière, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez prendre la parole, oubliez ça. Il m'avait tellement insulté que j'ai redoublé d'efforts, en quelque sorte, pour convaincre la France, dans une relation bilatérale avec la France, de faire donc ce qu'il fallait pour porter donc ensemble ce dossier-là sur la scène internationale. Et donc, ça a donné des résultats.
Et on a fini par faire en sorte que le dossier se retrouve au sommet de la francophonie à Véronique, en 2002. Là, Bernard Landry est le premier ministre du Québec. Et on a réussi à convaincre la francophonie. Bon, la francophonie, elle va se réunir là, à Bucarest, à Bucarest, en Roumanie. Il y a le sommet de la francophonie la semaine prochaine. Bon. Il y a 63 pays qui sont membres de la francophonie. Moi, ça me désespère un peu parce qu'il y en a la moitié là-dedans qui n'ont pas grand intérêt pour l'avenir de la langue française. Il y a toutes sortes d'autres intérêts qui sont légitimes. Mais, je veux dire, dans le fond, il devrait y avoir un noyau dur dans la francophonie de ceux qui sont vraiment déterminés à faire en sorte que la langue française demeure une grande langue internationale. Mais on reviendra là-dessus. Alors là, on est arrivé à Beyrouth, et puis on avait réussi à convaincre l'Organisation internationale de la francophonie, donc le secrétaire général était à ce moment-là Boutros Boutros-Ghali, un Égyptien, et puis qui maintenant, c'est un Africain, l'ancien président du Sénégal, qui s'appelle Abdou Diouf, qui a été si mal reçu au mois de mai dernier, là, si vous vous souvenez, à Toronto. Alors, et là, on avait réussi alors à faire en sorte que la thématique de ce sommet, ce soit la diversité culturelle. Parce qu'on voulait justement élargir nos appuis et faire en sorte que ce dossier-là soit pris en charge par la francophonie. Et c'est Bernard Landry, c'était bien, avec le représentant du Maroc, qui était pas le roi du Maroc, là, mais c'était son frère, je pense, son premier représentant du roi du Maroc. Et Bernard Landry et lui, conjointement, ont présenté la thématique. C'est formidable pour le Québec. On est à Beyrouth, on est au Liban. Moi, ça explique d'ailleurs mon attachement à ce pays. J'ai essayé d'exprimer cet été, là, pendant disons, les représailles démesurées. Disons que c'est le moindre toc, là, de la part d'Israël, à l'enlèvement de 2 soldats israéliens. Mais je suis très attaché à ce pays-là. D'une part, parce qu'il y a cette minorité maronite qui parle français, mais aussi parce que c'est un pays, justement, qui tente, parmi les pays arabes, de vivre la pluralité, puis de vivre la diversité. Alors donc, je pense qu'il faut les encourager. Ils ne sont pas tous pro-Hezbollah. Le Hezbollah, moi, c'est pas ma tasse de thé, je peux vous garantir. Il n'y a pas de femme là, qui peut trouver ça sympathique, le Hezbollah, très franchement. Il n'y a pas de femme québécoise, j'en suis sûr. J'ai pas envie de le voiler, moi je vais le porter à burqa, puis mon mari fasse 3 photos, puis qu'il décide que par la charia, il vient de me répudier, là, hein? C'est ça, là. On ne peut pas accepter ça, nous autres ici, là. Il faut se battre contre ça. Mais le Liban, c'est beaucoup plus que ça, justement. Alors, il faut pouvoir les aider et faire les accompagner, donc, dans cette expression de leur diversité et de leur pluralité. Alors, tout ceci pour dire qu'on arrive donc à Beyrouth et puis qu'on fait adopter cette première résolution en faveur de la diversité culturelle. Et je dois dire que c'est les Français qui ont eu l'idée de l'UNESCO. Moi, dans un premier temps, je n'étais pas convaincu qu'il fallait que ça aille à l'UNESCO, puis je demeure encore, des fois, je me pose la question, mais probablement que c'était quand même la meilleure solution, l'UNESCO. Pourquoi l'UNESCO? Parce que c'est son métier. L'UNESCO, c'est une organisation spécialisée des Nations Unies où tous les pays souverains se retrouvent et qui est responsable donc des questions au nom des Nations Unies, donc des questions d'éducation, de culture, de sciences, etc. Bon, alors, les Français ont dit qu'il faut que ça aille à l'UNESCO. Si on veut sortir ça de l'Organisation mondiale du commerce, si on veut ne pas libéraliser, donc, il faut que ça s'en aille dans une autre organisation spécialisée des Nations Unies, où les mêmes pays qui sont membres de l'OMC se retrouvent, mais à un autre titre, finalement, qui est celui, justement, du développement de la culture et des sciences et de l'éducation. Bon, moi, ma question, puis elle demeure, c'est est-ce que l'UNESCO a les moyens d'appliquer, en quelque sorte, une convention de ce type-là, ou est-ce que ça va être une belle convention, on le met sur la dernière tablette, et puis donc, bon. Mais ça, on le saura plus tard. Parce que là où on en est aujourd'hui, donc le Québec a joué un rôle extrêmement important dans le fait que la diversité culturelle s'est retrouvée au centre, je dirais, de l'agenda international dans les années 98 jusqu'en 2005, l'année dernière, où la Convention a été adoptée. Alors, si vous la lisez, la Convention sur le site de l'UNESCO, elle n'est pas longue, elle est facile à lire, et puis c'est dans un langage à peu près accessible, qu'on comprend. Il y a des choses intéressantes parce que
ça justement, ça dit quand même que les gouvernements peuvent continuer, ceux qui le veulent, donc adopter des politiques culturelles comme celles qu'on a ici au Québec, que je vous décrivais tantôt, et l'importance desquelles je décrivais tout à l'heure. Bon. Alors, ça, c'est là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme de règlement des différends. Si à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit on conteste donc telle ou telle mesure prise dans tel ou tel pays, eh bien, il n'y a pas de mécanisme de règlement des différends. Alors, comment ça va se passer? Le test de la réalité, on le connaîtra. Pour l'instant, elle n'est même pas ratifiée. Vous savez que dans toutes les conventions internationales, il est dit dans les conventions internationales, pour qu'elle soit mise en œuvre, pour qu'elle existe juridiquement, dans ce cas-ci, il a été dit qu'il fallait 30 pays, que 30 pays la ratifient. Bon. Et dans le moment, il doit y en avoir, je vous dirais, une douzaine, et beaucoup de pays francophones, membres de la francophonie, donc c'est bien la preuve que la francophonie a été très active, très proactive dans ce dossier-là. Et puis il y en a quand même une vingtaine qui sont en train de ratifier. Alors on devrait arriver à 30 au bon moment, c'est-à-dire au printemps 2007, pour faire en sorte que la Convention soit appliquée à partir de l'automne 2007. Mais là, ça va être justement, comme je vous disais, le test de la réalité. Est-ce que, à la première occasion, cette convention contestée, finalement, comme il n'y a pas de mécanisme de règlement des différends, tout le monde va se retourner vers l'Organisation mondiale du commerce pour dire d'aller vous sortir. Donc, on ne sait pas trop. Mais ça ne fait rien, c'est certainement une avancée sur le plan international, parce que c'est la première fois que la culture devient un objet du droit international. On connaît le droit économique international, on connaît le droit social international, même si l'Organisation internationale du travail, disons que c'est pas fort ça non plus, mais au moins, donc, c'est une avancée en droit international. Maintenant, il y a un objet qui était un ovni auparavant, mais qui maintenant existe, qui est donc le droit culturel international, puis espérons qu'il y aura une jurisprudence, justement, puis qu'il y aura une application de cette convention, pour nous permettre de continuer, donc, à adopter les politiques culturelles que l'on souhaite. Bon. Alors, maintenant, pourquoi cette convention n'aborde pas la question de la diversité linguistique? C'est évident qu'on s'est posé la question. Parce que c'était tellement compliqué d'obtenir un consensus minimum sur la question culturelle, de la diversité culturelle, on s'est rapidement rendu compte que si on ajoutait un élément de diversité linguistique, donc pour protéger éventuellement les législations linguistiques, pour qu'elles ne soient pas décrétées ou déclarées entraves au commerce, eh bien, que la diversité linguistique, si on l'ajoutait, que jamais on arriverait sur le plan international à adopter une convention. Et c'était déjà tellement compliqué. Vous savez, elle a été adoptée à une très très forte majorité. En fait, il n'y a que 2 pays qui ont voté contre, mais il y en a un qui n'est pas les moindres, c'est les États-Unis qui ont voté contre, et puis Israël. Bon, l'Israël, c'est absolument comme les Américains, donc ils ont voté contre. Il y a 4 pays qui se sont abstenus. Mais le plus inquiétant, c'est pas ça, là, parce que ça en faisait quand même 148, je pense qu'ils ont voté pour, c'est que les Américains, quand ils ont vu 6 mois avant, c'était pour passer à l'UNESCO, ils se sont mis à accélérer leurs négociations bilatérales avec beaucoup de pays, dont par exemple les pays d'Amérique centrale, avec lesquels ils ont signé des accords donc, de libre-échange, c'est fait, dans lesquels ils libéralisent la culture. Alors vous voyez ça d'ici. D'une part, il y a des pays, je pense au Costa Rica, au Honduras, au Guatemala, dans tous les pays d'Amérique centrale, c'est des accords bilatéraux de commerce avec les Américains qui libéralisent le secteur de la culture. Eux autres, ils se disent, on n'a pas de politique culturelle, on n'a pas d'industrie culturelle, on ne fait pas un crime partisan. Alors, c'est pas grave, ils se trompent, parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir qu'ils mettent en cause. Ils ne pourront pas en avoir le jour où ils voudront en avoir. Les Américains vont dire, vous ne pouvez pas en avoir, vous avez signé ça avec vous. Alors, ça, c'est l'autre problème. C'est la relation entre les accords bilatéraux signés par les Américains en catastrophe pour vider de sa substance l'accord multilatéral de l'UNESCO, et puis donc cette convention de l'UNESCO. Comment, à un moment donné, qu'est-ce qui va avoir préséance? Est-ce que c'est l'accord bilatéral
États-Unis, Honduras ou la Convention de l'UNESCO. Que l'Honduras se signe, de la main droite qui signe avec les Américains et de la main gauche qui signe avec l'UNESCO. C'est pour ça que c'est fragile, c'est pour ça qu'on ne sait pas, là, dans le futur, qu'est-ce que ça va donner. Mais ça fait rien, je vous répète, et puis je suis très contente que Pierre Curzi a dit aujourd'hui qui devenait donc candidat à l'investiture dans Bonjour, qui comptait d'à côté de Chambly, parce qu'il a été un des 10 artisans québécois de cette convention. Vous savez qu'il était président de la coalition québécoise, co-président de la coalition canadienne de la diversité culturelle. Alors qu'il réunissait tout ce que le milieu compte d'artisans, si vous voulez. Ça réunissait les distributeurs, les producteurs, les créateurs, tout le monde, dans une coalition que Curzi a présidée depuis 1998, depuis tout le début. Et donc, Pierre va être un atout extraordinaire, parce que lui, moi en 2003, j'ai dû arrêter de m'en occuper, sauf de l'université, comme observatrice intéressée à partir de l'université de l'UQAM. Et Pierre, lui, donc, jusqu'en 2005, et maintenant encore, il s'en occupe parce qu'il y a la ratification, comme je vous disais, qui n'est pas terminée. Alors, c'est un acquis extraordinaire, je pense, pour le Parti québécois à bien des égards, et c'est une excellente nouvelle donc, pour nous. Alors, le français et les langues n'ont pas été incluses dans le dossier de la diversité culturelle, sauf si vous lisez, donc, je crois, une trentaine de pages de la Convention, vous allez voir que par la bande, en marge, on en parle dans le préambule, puis bon, mais ce n'est pas du tout une convention qui permettrait, qu'on pourrait invoquer pour faire en sorte que, par exemple, la loi 101, ne soit pas déclarée comme une entrave au commerce. Le jour où les Américains décideront qu'ils n'aiment pas que, par exemple, les modes d'emploi soient dans les 4 langues principales des Américains, le portugais, l'espagnol, l'anglais, le français. Bon, en Europe, maintenant, c'est acquis, hein? Je veux dire, en Europe, si vous lisez l'étiquetage en général, donc le mode d'emploi et tout. Ici, il faut toujours se battre, même pour les pistes de DVD. Hein? Bon, les grandes compagnies ont compris, mais, je veux dire, ça a été long, c'était compliqué. Les logiciels, vous vous souvenez des batailles, des situations pour les logiciels, mais c'est pas terminé, les logiciels. C'est jamais terminé. Vous le savez, jamais terminé, puis ça se terminera pas, même quand on sera souverain, parce que la démographie, la géographie va être là, sauf qu'on va avoir les astronautes. Je veux dire, qu'on va faire ce qu'on ne peut pas, je veux dire, aujourd'hui. Il y aura quand même une grande différence. Et en principe, on pourra donc faire en sorte que le français soit mieux protégé, donc bien évidemment dans le cadre de la souveraineté. Mais on n'a donc pas pu inclure la diversité culturelle, la diversité linguistique dans la diversité culturelle. Je vous apprendrai rien, j'imagine, en vous disant que le français, comme grande langue internationale, est en repli partout dans le monde, partout. Commençons par les Nations Unies. Alors, vous savez, c'est quand même extraordinaire, je ne comprends pas que personne ne se bat pour ça. C'est là que les Français, je veux dire, manquent de vigueur, un peu. C'est qu'il y a plusieurs langues qui sont officielles aux Nations Unies, mais il y a 2 langues de travail, c'est le français et l'anglais. Nous avons tous fait de plus en plus en anglais. Alors, il faudrait faire en sorte. Mais là, il y a un recul. Puis, il y a un recul. J'avais fait le calcul quand j'étais ministre responsable de la francophonie. Même les pays membres de la francophonie s'expriment en anglais à la tribune des Nations Unies, demandent leurs documents en anglais, etc. Il me semble que le premier devoir d'un pays membre de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est de s'assurer que le français, je veux dire, demeure une grande langue internationale. C'est l'article 1 du programme de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est l'avenir et le futur de la langue française comme grande langue internationale. Alors, le français est en repli en Europe, et ça c'est catastrophique. Très franchement, là, tout m'en là, ils sont 25, ils vont être 27, là, parce que la Roumanie et la Bulgarie, j'arrive de Bulgarie. J'avais dit, c'est quoi le problème? Là, vous êtes membre de la francophonie, puis toutes vos communications, toutes vos négociations pour adhérer à l'Europe, ils vont être membres de l'Europe, ainsi que la Roumanie, le 1er janvier 2007, puis tous les autres pays qu'on appelle PECO, c'est-à-dire les pays d'Europe centrale et orientale, sont déjà membres de l'Europe, donc ils font partie des 25, là, il va en avoir 2 autres. Tout s'est fait en anglais. Tout s'est fait.
toutes les négociations, toutes les communications, il commence à y avoir vraiment. Et si vous regardez les chiffres officiels, c'est extrêmement inquiétant parce qu'il y a 5 ans, 10 ans, le français et l'anglais, je veux dire, se livraient une saine compétition au sein de la Commission et du Conseil européen, qui sont les deux principales instances de Bruxelles. Le français demeure encore la langue, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, ça tient, des cours de justice européenne. C'est comme une tradition, quoi. Et ça demeure, c'est le cas. Et même au Parlement européen. Donc, il y a donc quand même 2 organisations européennes où le français demeure une grande langue, mais au Conseil et à la Commission, c'est vraiment, ça a chuté comme ça, là, en 10 ans d'une façon dramatique. Pourquoi? Parce que tous les nouveaux pays qui sont entrés ont décidé de choisir l'anglais comme langue de travail. Donc, bien sûr, les pays d'Europe centrale et orientale, mais aussi les pays nordiques qui ont une tradition, justement, de langue anglaise. Mais en Bulgarie, quand j'étais là, donc au début septembre, j'étais là pour la francophonie, justement, et j'étais quand même étonnée, il y a quand même du monde qui parle français. C'est ça qui est formidable. Vous savez pourquoi? D'abord et avant tout, parce que la France entretient des lycées français à peu près partout dans le monde. Je pense qu'il n'y a pas une ville digne de ce nom. Ici, d'ailleurs, à Montréal, il y en a 2, il y en a un à Québec. Il y a des lycées français. Ici, ça fait quelques raisons, là. Mais partout dans le monde, il y a des lycées français. Alors, on rencontre des gens qui ont appris le français à l'école, puis qui venaient des affaires étrangères de Bulgarie, puis il doit avoir 40 ans, parlaient un excellent français, et il m'a dit, voilà, je l'ai appris, je me souviens, alors les lycées français, je ne sais pas ce qui... Là, la France, il ne faut pas que, je ne sais pas, là, dans un moment d'égarement, on décide, je ne sais pas, d'abolir les budgets des lycées français, parce que là, c'est la fin de... Puis les alliances françaises. Et moi, je suis allée dans les alliances françaises, donc il y a des lycées français qui dépendent du gouvernement français, et les alliances françaises, qui sont des organismes privés, en fait, mais relativement subventionnés, mais qui quand même développent. Et puis là, en Amérique latine, il y a une demande pour le français en Amérique latine, une demande. Je suis allée au Mexique, je n'en revenais pas de voir le monde qui avait des alliances françaises, j'ai été invitée par les alliances françaises. Alors, c'est extrêmement important, là. Bon, mais en même temps, la France, du même souffle, alors qu'elle paye justement le gros prix, parce que nous, on n'a pas les moyens, hein, il y aura des lycées québécois, on n'est même pas capable d'entretenir nos délégations pour les qualités. Le groupe n'est pas venu. Mais c'est quand même extrêmement important pour nous, parce que très souvent, les alliances françaises font beaucoup de choses avec le Québec et puis avec les autres pays francophones. J'ai vu ça même justement en Bulgarie. Alors, le français est un repli sur le plan international. Ça doit nous préoccuper énormément. Il faut porter le débat, justement, sur la scène internationale. Et dans le fond, ce que je dis, ce que je propose, c'est que notre prochain grand chantier international, alors qu'on a si bien, donc, performé, si je peux dire, dans le dossier de la diversité culturelle, ça va être de dire aux Parti québécois, en espérant quand même que les souverainistes vont reprendre le pouvoir, à la prochaine occasion, soit cet automne ou printemps prochain, d'ouvrir un nouveau chantier. Je pense que les temps sont venus, qui sera celui de la diversité linguistique. Et qu'il faut porter à l'UNESCO de la même façon qu'on le fait pour la diversité culturelle, puis il faut s'allier avec les hispanophones. Vous savez, les hispanophones sont organisés comme nous, les francophones. Ils ont une organisation qui s'appelle Ibéro-Américaine, où l'Espagne joue un rôle, comme la France joue dans la francophonie, un rôle clé, et puis ils se réunissent comme nous régulièrement. Donc, ça s'appelle le Sommet ibéro-américain. Ils ont un siège social à Madrid, puis c'est du monde, ça. C'est exponentiellement, nous, les francophones, notre avenir démographique est en Afrique, vous le savez, au Québec certain, hein? Bon. Alors, au rythme où on fait les enfants, là, c'est pas ici. Mais en Afrique, il y a quand même, donc, l'avenir démographique de la francophonie se joue là. Mais pour les pays hispanophones, vous savez très bien que non seulement les États-Unis sont, je ne sais pas, le 4e pays hispanophone au monde aujourd'hui, hein, bon, c'est bilingue maintenant dans bien des endroits en Floride. Je suis allée l'autre jour en Floride, justement, j'ai choisi mes endroits, aux Alliances françaises qui m'avaient invité à Miami. Et puis, vous savez qu'il y a des cahiers au chaud, là. C'est un son que vous n'entendez pas le mot d'anglais là. Tout le monde parle espagnol.
extraordinaire. Je veux dire, bon, alors donc il se passe quelque chose aux États-Unis, je veux dire, en Californie, en Floride, au Texas, ou je ne sais où, je n'ai pas fait le tour des États-Unis, mais c'est sûr qu'il y a une montée spectaculaire donc des hispanophones. Bien sûr, dans toute l'Amérique latine, qui sont nos alliés naturels, pour tout, pour la souveraineté comme pour notre affirmation culturelle, linguistique et tout, nos alliés les plus naturels, j'en suis de plus en plus convaincu, ce sont les hispanophones du continent. Et puis, les lusophones, donc quand même, le Brésil, c'est beaucoup de monde, ça aussi, c'est un grand pays émergent, très très fort, 170 millions d'habitants. Et puis ils ont aussi le Portugal est un petit pays, et ça fait rien. Et puis ils avaient eu, les Portugais, quelques colonies, vous le savez, au Cap-Vert, et puis bon, en Afrique. Et bien ils ont aussi leur sommet lusophone. C'est avec ces gens-là qu'il faut faire des alliances. Il faut faire des alliances, et puis dire qu'on va s'entendre. Je pense même aux germanophones, vous savez, les Allemands sont certainement inquiets de l'avenir de leur langue. Parce que si le français, veut dire, a chuté dans les institutions européennes, mais l'allemand encore plus, qui est quand même une grande langue, et puis les Allemands qui avaient toujours eu beaucoup d'influence, vous le savez, dans les pays d'Europe centrale et orientale, bien évidemment, en ont de moins en moins, et sur le plan linguistique et culturel, mais il y a quand même l'Autriche, il y a la Suisse allemande, etc. Alors, je suis sûre qu'on peut, chez les germanophones, les hispanophones, les lusophones, les arabophones aussi, trouver des alliances pour porter, il va falloir prendre le leadership. Parce que sans ça, ça ne marchera pas. Et on l'a fait avec succès, je vous l'ai dit grâce à nos relations directes et privilégiées avec la France, mais on l'a fait avec succès sur la diversité culturelle, qu'on est reconnu à travers le monde. Moi, quand j'ai été invitée, vous imaginez, au Kurdistan, non, je sais pas là, mais je comprends que je suis connue, mais au Kurdistan, à Erbil, dans le nord de l'Irak, pourquoi vous m'invitez? Mais on dit, ça m'a frappé, et on dit parce que les Québécois, pour nous, vous êtes, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, des résistants culturels et linguistiques. Puis nous, les Kurdes, qui avons fini d'exterminer par Saddam Hussein, on l'a dit à Paul Bremer, aux Américains, Paul Bremer qui est le proconsul américain en Irak au début de l'invasion américaine, nous, les Québécois, c'est un exemple à suivre. J'écoutais ça, je me disais, je ne sais pas ce que Paul Bremer a pensé au moment où le premier ministre, qui est le président du Kurdistan, qui s'appelle Barzani, M. Barzani, donc, quand il a dit ça. Et moi, là, j'étais au mois d'octobre l'année dernière, il faisait beau, dans les montagnes du Kurdistan, je regardais ça, je me sentais belle, bien loin de chez nous, là. Puis en même temps, je me disais, quand même, on n'a pas, on a quand même réussi quelque chose, là, si. Bon, les Catalans, vous le savez, je veux dire, ils ont suivi notre exemple, celui de la loi 101. Puis là, quand j'étais au Kurdistan, là, quand ils mettent sur pied des institutions kurdes, ils m'ont dit, ben là, on veut que vous nous expliquiez comment mettre sur pied un ministère des Relations internationales, comment mettre sur pied des représentations à l'étranger, enfin, etc., etc. Et ça, je veux dire, bon, on sait qu'on est... Moi, je voudrais qu'on passe de ces ligues, je dirais, mineures, c'est-à-dire de tous ces peuples sans État, ces nations sans État, que sont les Flamands, la communauté française de Belgique, les Écossais. On est des leaders, honnêtement, on est des leaders, à tous égards. Mais ça, c'est des ligues mineures, hein, quand on est dans le système international actuel, on a beau nous raconter des histoires, on sait très bien que depuis 1648, c'est les pays souverains, c'est le système de Westphalie, c'est ça qui s'applique, c'est les pays souverains qui sont membres des Nations Unies, les pays souverains qui sont membres de l'UNESCO. Comme Stephen Harper, après toutes les génuflexions qu'a fait Jean Charest pour obtenir son petit bout de chaise à l'UNESCO, ce qui n'a rien à voir avec notre statut en francophonie, en passant, mais qui est un fonctionnaire québécois qui soit membre de la délégation canadienne à l'UNESCO, puis qui soit assis dans le bureau à côté de celui de l'ambassadeur du Canada à l'UNESCO. C'est rien du tout, ça. Ça, c'est des ligues mineures. Ce qu'on veut, nous, c'est passer aux ligues majeures. C'est ça dans le monde difficile, dans le monde dur dans lequel on vit. Vous le savez, autant que moi, mieux vaut être un pays qu'une province d'un pays. C'est ça qu'on veut, c'est ce qu'on va faire, mais je pense qu'il faut avoir quelques idées structurantes pour l'avenir de la langue française. C'est à nous autres d'assumer ça, historiquement, je vous dirais.
Et puis voilà, c'est la diversité culturelle, c'est ce qu'on devrait faire dès qu'on sera élu. Merci. Merci Mme Baudouin. On va prendre quelques questions ou des brefs commentaires quand on est dans la salle. Oui, je commence. Oui. J'ouvre le bal. Oui, oui. Je ne fais pas danser. 4 points. Un qui est statistiquement québécois. On parlait de l'art du Québec. Pourquoi est-ce que le Parti québécois n'a jamais songé à officialiser comme seconde langue d'autres langues que le français? Il y a des quartiers de Montréal. Que l'anglais, que l'anglais. Ce serait une façon d'affirmer le français comme langue commune de passage d'un groupe à l'autre. Et en plus, je veux dire, par exemple, je suis dans le quartier chinois, c'est le chinois qui fait... chinois et français, etc. Disons que ce serait un choix que les gens pourraient avoir. Moi, j'habite dans le nord de Montréal, dans le sud. Il y a beaucoup d'Italiens. Je ne parle pas un mot d'italien. Évidemment, c'est assez difficile de communiquer avec les concitoyens. Il y a pour les quartiers portugais, hispanophones. Deuxièmement, vous avez parlé un petit peu des problèmes religieux. Comment se fait-il que personne dans le monde occidental, pas le Québec, n'a osé demander aux pays musulmans une réciprocité? Dans nos pays, les musulmans ont tous les droits. Même des fois, ils en ont plus que nous autres, on a l'impression. Mais quand on va dans les pays musulmans, nous n'avons aucun droit religieux. Pourquoi ça n'a jamais été abordé, ça? Troisième, finalement, je vais en avoir souvent plus. Parce que, aperçois que l'autre note, c'est peut-être plutôt une note en manque que de question. C'est rare, ça. Il y en a moins que ce qu'on parle. Ouais, c'est ça, dans le quant aux accords culturels et éventuellement linguistiques, et la stratégie des États-Unis de faire des accords bilatéraux, puis passer la culture à l'intérieur des accords commerciaux, moi j'avais déjà suggéré au Bloc québécois il y a 4-5 ans d'avoir une clause qui mettrait la priorité, donnerait la priorité aux accords culturels et linguistiques, sur les accords économiques. Alors, en cas de conflit, c'est le culturel qui passe en premier, puis basta pour le reste. Oui, je vais commencer par la troisième. Je vais juste faire quelques commentaires avant de vous laisser la parole, puisqu'il me pose des questions. Sur la question des clauses, là, justement, c'est en général, ce que vous dites, ça vaut pour les droits humains en général. Tu sais, dans le fond, hein, les droits humains en général. Pourquoi c'est toujours le droit commercial, les droits des entreprises et les droits économiques qui ont préséance? Ça, c'est la vraie question. Vous savez que c'est la révolution, si on fait ça. Tu sais, non seulement il faut être indépendant, mais tu sais, il va falloir faire la révolution. Parce que c'est pas ça, là. Tu sais, on est dans une toute autre dynamique mondiale que celle-là. Pour la stopper et faire en sorte que les droits humains, je pense aux droits des travailleurs, aux droits environnementaux, aux droits culturels, aux droits linguistiques, c'est ça la vraie question. Et ça, ça va être intéressant. Ça, c'est moi, des choses sur lesquelles j'aimerais évidemment beaucoup travailler pour essayer de faire en sorte que. Puis pourquoi, vous savez, dans le fond, c'est vrai, pourquoi le Québec, une fois souverain, vous avez vu la Norvège, des petits pays comme ça, qui ont eu des idées, je veux dire, très originales, très innovantes sur le plan international. Moi, je suis sûre qu'on pourrait arriver, justement, avec des idées comme celle-là, puis essayer de les faire progresser sur le plan international. Mais oubliez ça aussi longtemps qu'on n'est pas souverain, hein? Oublions ça. La religion, c'est bien compliqué. Hein? Vous savez, là, je vous ai parlé un peu de la chrétienté dominante. C'est très, très, très complexe. Ce que vous dites n'est pas faux, c'est vrai. Dans le moment, il y a quand même des chrétiens, donc, au Liban, et qui vivent
comme des Occidentaux, vous savez, qui vivent comme vous à Beyrouth, dans certains quartiers. Vous êtes à Paris, hein? Bon, alors, mais c'est très difficile et c'est vrai, c'est une vraie question de dire comment, c'est quoi la réciprocité, ça veut dire quoi. Bon, mais moi, je vous dis sincèrement, je vous l'ai dit tantôt, je n'irais pas vivre dans n'importe quel pays. Hein? J'irais vivre en Europe, si je devais m'exiler, j'irais vivre en Europe, j'irais vivre à la limite aux États-Unis, tu sais, il ne faut pas charmer non plus. Mais il y a beaucoup de pays, je ne pourrais pas vivre. Je ne pourrais pas vivre. Comme femme, comme féministe, comme... Non, je ne pourrais pas vivre. Alors, c'est une vraie... Mais là, pour entrer dans quelque chose, vous savez, d'extrêmement complexe, quand je parlais de guerre de civilisation, etc., il ne faut pas en arriver là. Il y a 1,2 milliard de musulmans, il y a 1,2 milliard de chrétiens. Je veux dire, on va suivre ça à tuer jusqu'au dernier, puis se lancer des bombes atomiques. Non! Il faut qu'on trouve, il faut donc que ce soit, honnêtement, l'islam modéré qui triomphe dans ces pays-là. C'est tout. Mais il y a une minorité, on le sait, violente jusqu'ici dans les pays. Bon. Quant à la langue, mais ça aussi, je veux dire, oui, comment on pourrait aménager ça, c'est pas simple. Là, parce que pour l'instant, la loi 101, elle parle d'autres langues. Effectivement, elle ne parle pas, hein, c'est d'autres langues. Le français doit être que d'autres langues, le français ceci, cela, d'autres langues. Et quand vous parlez du quartier chinois, toutes les discussions que j'ai eues avec eux, dans le temps où il y a eu des crisettes, là, je veux dire, donc la communauté chinoise, c'était justement chinois, oui, très bien, oui, très bien. Au menu, par exemple, chinois, oui, et moi je ne comprends pas le chinois. Bon, alors je suis au Québec, il faut que la deuxième langue, ce soit le français, et non pas l'anglais. Et je comprends que c'est l'inverse que vous voulez dire. Il fallait commencer à quelque part. Alors, c'est vrai, il faut absolument que ce soit le français et la langue, et non pas l'anglais et leur langue. Et c'est ça qui est difficile. Mais vous savez, il va falloir que reprendre tout ça. J'écoutais Mario, Montréal français. Oui, moi je pense qu'il y a un problème à Montréal qui se développe de plus en plus lancinant. Puis qu'il va falloir qu'on le prenne à bras-le-corps. En même temps, il faut que la population nous suive. Puis vous le savez ça, il faut que la population nous suive. Elle est assoupie. Oui, M. Morin, vous avez posé une question. J'ai remarqué dans le centre-ville de Montréal qu'il y a beaucoup d'anglophones qui ne parlent pas français. Vous savez, quand ils sont ici, comme immigrés, puis allophones, puis anglais, ils ne savent pas parler français. On s'adresse à eux en français, ils répondent en anglais. Ça arrive souvent. Oui, je le sais. Moi, j'habite dans un quartier de Montréal, qui est quand même très francophone, mais je vais à l'UQAM. Disons que je me promène dans mon quartier de l'UQAM. C'est sûr que quand je vais à l'UQAM, en général, c'est très français, mais c'est vrai, je le sais. Je le sais, mais vous savez, il faut qu'en même temps, ce soit attractif. Tu sais, il faut des deux. Là. Il faut que le français soit attractif, donc il faut qu'ils en aient besoin. Il faut qu'ils en aient besoin. Parce que il faut que le français soit la langue rentable, soit la langue. Et c'est pour ça qu'on a toujours dit que la langue de travail était le nœud de la question. Hein? Et ça, je reconnais qu'on n'a pas tout fait ce qu'il fallait faire. Chère madame, c'est pour moi la maîtrise d'un français de qualité. Je ne peux pas vous dire jusqu'à quel point c'est important. Je ne peux pas croire que les Québécois, quand j'écoute la télé, j'entends ça. Ça me décourage. Ben oui, ça me décourage. Mais ça, là, tu sais, je ne peux pas croire qu'on se rend pas compte de ça, que la pensée, l'expression, puis la pensée, que c'est comme relié. Oui, monsieur, oui, vous. Vous avez parlé des ententes culturelles entre les États-Unis et les pays d'Amérique du Sud. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas dans ces ententes-là la possibilité de donner un avis pour les briser, comme par exemple ce qui vient d'être fait avec le bois d'œuvre, où il y a dans 3 ans, ils pourront le dénoncer, etc. Non. Alors, s'il n'y est pas, comment peuvent-ils s'en sortir? Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui les inquiète, c'est la partie économique. Okay? Alors, ils vont essayer de sortir du malheur dans lequel ils sont
Puis après ça, ben, ils vont vouloir parler de d'autres choses. On va parler de la langue et de la culture. Il faut d'abord qu'ils vivent. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, je les comprends, c'est pour ça que je ne les condamne pas. Hein. Je dis tout simplement que ça rend les choses plus difficiles. Mais à ma connaissance, c'est justement là un drame, là, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'échéance il n'y a pas de clause crépusculaire ou quoi que ce soit dans ces ententes-là. Pour les dénoncer, il faudrait probablement un vote, et ça pourrait éventuellement arriver, dans ces pays-là, dans les assemblées nationales de ces pays-là, dénonçant l'entente, et puis bon, mais c'est une grosse job, hein? Il faut élire les bonnes personnes, puis bon, puis comme vous dites, moi ce que j'essaie de leur faire comprendre, vous savez, les pays africains, dans un premier temps, ils nous disaient, votre telle convention, sinon pourquoi j'appuierais ça, moi? Justement, parce que ce qui m'inquiète, c'est le coton, puis bon, tu sais, il faut qu'on vive, il faut qu'on mange. Et je leur disais, je crois très profondément, qu'il y a du développement économique dans le secteur culturel. Et puis ici au Québec, c'est bien la preuve. Il y a maintenant, je ne sais pas moi, 8% du PIB québécois, qui dépend du secteur culturel. Ça peut donc être en même temps du développement économique que le développement culturel. Et par conséquent, c'est un peu ce qu'il faut leur démontrer, c'est que les filières, par exemple, on me dit qu'en Afrique du Sud maintenant, il se fait beaucoup de cinéma. C'est devenu un lieu de localisation du cinéma de toute l'Afrique. Il se fait beaucoup de films en Afrique du Sud. Ben, c'est des emplois, ça. Puis on sait que c'est des emplois intéressants. On le voit au Québec, ici, pas partout. Là, si vous dansez, vous faites du ballet classique, c'est pas sûr que vous avez des millionnaires. Mais vous savez très bien que la télévision, le cinéma, par exemple, il y a un groupe, comme le groupe de Souandou au Sénégal, c'est une vraie PME, ça, là. Puis qui se promène à travers le monde, puis qui est très musique africaine. Et celle du soleil? Ben, celle du soleil, c'est sûr, hein. Celle du soleil, ça parle pas, par exemple. Ça a été un des grands avantages du cirque, hein, pour se promener à travers le monde, c'est dans aucune langue connue. Mais c'est vrai ce que vous dites, alors la seule façon, c'est de leur démontrer qu'il y a même un avantage économique à développer ce secteur. Oui. Excusez, il y avait quelqu'un, je pense, derrière, juste avant. Oui, un des objectifs, le principal objectif de la Convention culturelle, c'est de montrer l'invasion de la langue privée. Sauf que sur un domaine connexe, quand on regarde la politique d'enseignement des langues étrangères du Québec, où c'est l'anglais, puis juste l'anglais, lorsqu'on arrive à l'étranger, on se trouve à collaborer avec la langue privée. On va sans savoir, quand vous étiez sur le Conseil des ministres, est-ce que ça a été abordé l'idée d'introduire une troisième ou quatrième langue étrangère? Je viens de terminer ma thèse, justement, je suis fabricant de voitures Audi en Bavière, puis ma thèse, j'ai dû la faire en anglais, parce que l'allemand est pourri. On ne l'apprend pas au secondaire. Deuxième question, je crois que c'était le gouvernement du Parti québécois qui était au pouvoir concernant la langue de travail, parce que Napoléon exige obligatoire pour postuler sur un emploi. Avant, c'était l'Office de la langue française qui s'en occupait. Maintenant, c'est le Conseil des relations de travail. Donc, je regardais sur Internet des postes de commis chez IGA. Dans l'ouest de l'île de Montréal, on exigeait en ligne. Je me suis dit, tiens, ça va faire une plainte. Si les relations de travail remplacent l'Office, ça peut faire un même job. Donc, je dis, bon, j'aimerais ça faire une plainte. Donc, voici le formulaire, puis on va vous convoquer avec l'employeur. Je n'ai pas l'intention d'appliquer sur ce poste-là. Je sais juste qu'ils sont en infraction, ils signalent une infraction, puis on ne voudrait pas que ces jeunes anglais pourraient être commis dans l'Ouest de Montréal. Je n'ai pas l'intention d'appliquer. Ils vous ont dit qu'il fallait. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont dit qu'on n'a pas de procédure qui permet de rester anonyme. Premièrement, je vais pour penser qu'il n'y aurait pas de représailles si j'avais l'intention d'appliquer sur cet emploi-là, par exemple. Parce que je vais confronter l'emploi. Regarde, je suis complètement pas bon, mais veux-tu m'engager? C'est quoi? Oui. Alors, écoutez, pour la première question, il faut quand même voir les choses de telle que c'est. C'est sûr que dans tous les pays du monde, la première langue étrangère apprise, maintenant, si j'arrive des pays d'Europe de l'Est, partout dans le monde, c'est l'anglais. Nous, ici, on vient d'Amérique, 85% de notre commerce, en fait, je vous rappelle, avec les Américains.
L'interface linguistique, je peux vous dire que c'est pas eux qui vont l'assumer, mais que c'est les Québécois qui devront l'assumer pour. J'ai été servi en français lorsque j'ai écrit pour le support technique, C'est formidable, voilà, s'ils se mettent en français maintenant. Oui, vous avez raison, Google, moi quand je fais Google, puis c'est toujours français, puis etc., c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que dans le monde, la solution, c'est celle que l'Europe essaie de mettre sur pied actuellement. C'est d'avoir 2 langues étrangères. D'abord, les parents, là, ils vont vous dire en général, les parents québécois, bon, c'est ceux qui veulent que leurs enfants, là, je veux dire en principe, d'abord, moi je voudrais qu'ils apprennent le français correctement. Ça, faudrait peut-être qu'on commence par ça. Mais les jeunes sortent du secondaire. Mais oui, c'est ça la réalité. Je le vois à l'université. Écoutez, il y a une dégradation de la maîtrise du français au Québec. On peut-tu parler de ça d'abord et avant tout? Une dégradation de la maîtrise. Les professeurs de français qui sont dans les écoles secondaires depuis 30 ans l'écrivent dans le devoir régulièrement. D'ailleurs, on a un problème de maîtrise du français de notre langue. Il faut commencer par ça, par régler cette priorité des priorités qui est la maîtrise du français. Ceci étant, honnêtement, je pense que la solution, c'est qu'il y a 2 langues, je veux dire étrangères, qui soient apprises au Québec. Là, je ne sais pas, on l'avait dit qu'on le ferait, on ne l'a pas fait. Au moins que le ministre de l'Éducation, mais il me semble que ça faisait partie de la réforme, la fameuse réforme, qui avait 2 langues. Donc, tout le monde disait, ben, c'est sûr que c'est l'espagnol qui va être le plus en demande, parce que c'est normal, justement. Bon. Puis l'allemand, il paraît que c'est bien difficile à apprendre, je ne sais pas, le japonais aussi, là. Non, on le parle pas non plus. Bon, alors, je sais bien. Mais moi, je pense qu'honnêtement, il faut parler 3 langues. Mais vous avez raison. Mais moi, je vous dis, je viens même avant ça de dire, les professeurs, les jeunes là, qui s'en vont dans nos facultés d'éducation, on le sait à l'Université de Montréal, ils ont obligé de baisser les exigences en français. En français! Comment on accepte ça? Pourquoi? Je veux dire, la vraie, pour moi, là, ma première indignation, elle est là. Première indignation, elle est là. Je vous entends parler français parfait. Je veux dire, c'est pas le cas des jeunes qui sortent du secondaire, du cégep et même de nos universités. Plein de fautes. Je vous dis, là, l'autre jour, j'avais un mémoire de maîtrise, OK? En sciences politiques. Sciences politiques. Je disais ça. Il y avait 15 fautes par page. Où donc? Là, je trouve que ça fait du bien. Il y a la même chose en France qui se produit ici. Hein. Je le sais. C'est vrai. Probablement qu'en allemand, c'est pareil. Ben, même en anglais, en Angleterre. Peut-être. Mais ici, vous ne pensez pas qu'on a un petit problème particulier, là, parce que, je veux dire, tu sais, le choc des langues ici est tel, c'est-à-dire qu'il y a un effort supplémentaire et particulier, je veux dire, à faire. Puis, qu'on se doit même. Mais moi, je pense sincèrement que la solution, c'est 2 langues, puis je crois que dans la réforme, c'est ce qu'on avait dit. On ne l'a peut-être pas fait, parce qu'on avait dit aussi en histoire, je suis arrivé au département d'histoire avec quelqu'un, je dis oui, c'est formidable, on a décidé qu'on enseignait davantage l'histoire, ils m'ont dit pas du tout, comment, pas du tout. Alors, ça a été dévié, ça a dérapé, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais toute la réforme scolaire, donc l'enseignement de 2 langues, l'enseignement supplémentaire de l'histoire, puis je dirais la culture, parce qu'on avait dit que derrière tout ça, il y avait un rehaussement, donc l'idée, l'objectif premier du niveau culturel. Et là, personne n'en veut de la réforme, tout le monde dit que c'était raté. Voilà. Oui. La langue de travail, vous avez raison, je veux dire ici. Est-ce que je peux parler là? Oui. Pourquoi on ne fait pas bien des professeurs de français et français au Québec? Parce que les professeurs ne savent pas comment l'enseigner ici, le français. Il faut faire des dictées, il faut faire des dictions, il faut faire des rédactions. Ils font tout ça. Ils font plus des dictées, rien. Puis c'est très important que ça. C'est sûr, mais je pense que les professeurs de français ici peuvent très bien enseigner le français. Mais en fait, je pense qu'en général, moi, en tout cas, ce que j'écoute, ce que j'entends, c'est qu'ils sont découragés eux-mêmes. Ils
sont découragés eux-mêmes. Et vous savez, il y a de formidables étudiants en même temps. Alors là, c'est ça qui est étonnant. Vous avez peut-être pas un tiers des étudiants qui sont extraordinaires, qui lisent, qui connaissent, qui savent, etc. Je dis, mais comment ça, ils sortent du même système, puis ça marche. Alors, c'est comme, je sais pas trop, je comprends pas, tu sais, je n'ai jamais été dans ce milieu-là, moi j'étais beaucoup dans le milieu culturel, peu dans le milieu de l'enseignement, mais je vois bien là qu'il y a comme, il faut pas admettre que les 2 tiers de nos étudiants soient des analphabètes fonctionnels, on peut pas. C'est un problème sociétal qu'on a. On a voulu niveler par le bas au Québec, puis là, on paye tout. Et si on avait au moins une reconnaissance de ceux qui font du bon travail, plutôt que de les traiter de neutres, et ainsi de suite, puis les fermes. Ils se font battre à l'école, ceux qui sont bons. Ils se font battre. C'est incroyable. Oui, il y avait monsieur, ensuite monsieur. OK. Il y avait ici d'abord. On va terminer là-dessus. Hein? Madame j'habite ici depuis 35 ans. Oui. Je suis venu ici pour faire une proposition pour le village olympique. Et pendant mes 10 premières années, vraiment, je n'avais aucune idée qu'il y avait une question entre le Québec et le Canada. Puisque j'étais ici pour les affaires, alors qu'il y a le temps pour la politique. Et un jour, il y a quelqu'un du Parti québécois qui est venu me demander si éventuellement j'aimerais devenir le président du PQ Saint-Henri-Sainte-Anne. Elle a dit, bon, tu sais, peut-être il faut que je change mon passeport, hein, puisque je trouvais que mon passeport suédois était toujours bien meilleur que les passeports canadiens. Alors je demandais un passeport canadien, étant donné qu'on pouvait avoir les deux. Et c'est arrivé dans l'histoire qu'on mettait des gens en dehors du Canada, et si on était contre le Canada. Alors, ma question est la suivante. Quand j'ai écrit au Premier ministre de la Suède, dans la crise du Libanon, je reçois une réponse à l'intérieur de 2 jours. Et 3 jours après, je reçois 3 pages de ministre étranger de la Suède. Je ne suis pas membre du Parti socialiste, social-démocrate de la Suède. Il vient d'être battu. Mais je suis membre du Parti québécois. Et quand j'ai écrit, puisqu'on parle de la culture, et ma question, et qu'il y a beaucoup de membres que je connais et demandent la même question, à part des mesdames, Madame Ariel, etc., qui répondent à nos lettres, je me demande la question la suivante. Quand j'ai écrit au Parti québécois, à M. Boisclair, par exemple, et les autres, comment ça se fait, quand je suis membre du Parti québécois, que je ne reçois jamais une réponse, puisqu'on parle d'une culture entre les membres et le Parti québécois, et on parle de la culture, et je vous laisse la réponse. Je n'ai pas la réponse, mais on devrait en effet répondre à toutes les lettres que l'on reçoit, à tous les courriels que l'on reçoit. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans ce cas précis, ça n'a pas été le cas. C'est vraiment très général. Moi, j'ai eu des expériences comme ça avec le Parti québécois, absolument épouvantables, même avec les députés, avec Mme Marois, il y a 2 livres de lettres, jamais de réponse. On a donné même livre à M. Chirac. Il nous a répondu 2 fois qu'il faut faire une étude du livre. Oui, on a un vrai problème, en effet. Oui, monsieur. On va terminer là-dessus, si vous voulez bien, parce qu'il est 8h30. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous mentionnez tout à l'heure qu'en France, les Français, en fait, ont aussi des problèmes et ne protègent pas nécessairement bien le français. Et je suis d'accord avec vous, ils sont, et j'en faisais partie aussi, sur un petit nuage. Mais ils ne pensent pas que c'est important de protéger le français. Mais par contre, il y a une chose, depuis 6 ans que je suis au Québec, je n'arrive pas à comprendre, et peut-être que vous avez un élément de réponse, c'est comment expliquer que des Québécois francophones qui connaissent la fragilité du français ici en Amérique du Nord et tous les problèmes qui puissent même renier en fait leur langue et ne pas faire l'effort, notamment au travail, à toute occasion de pouvoir mettre le français en valeur et d'être moi-même obligé de
d'être confrontés avec des francophones et non pas nécessairement avec des allophones ou des anglophones, qui eux, dans quelques cas, en fait, voudraient pouvoir Ça doit être ça, être colonisé, ça doit être ça la définition. Notre question, c'est comment ça se fait que le gouvernement du Québec fasse des publicités en anglais sur le réseau de télévision anglophone? Sur quoi? Sur les chaînes qui passent en anglais, il y a des publicités. Et le gouvernement québécois? Mais c'est sûr, en tout cas, ceci pour dire, en terminant, je pense que, bon, Mario disait, on est un groupe de citoyens, Montréal français, etc. Moi, je pense que, je disais, les Québécois sont assoupis, ils le sont depuis longtemps. Tu sais, en fait, je sais pas, depuis 1995, il y a eu un tel effort au moment du référendum, une telle déception. Que se remobiliser, en quelque sorte, c'est difficile. Et il va falloir le faire. Quand il y a des crises, c'est sûr qu'on a plus tendance donc à se mobiliser. Mais dans le quotidien, il faut que les Québécois, justement, vivent et veulent vivre en français. Vous comprenez ça? Madame Baudouin, il n'y a pas l'amour de la langue française. Moi, c'est ça que je déplore ma génération. Ouais. Je m'excuse de vous interrompre. Non, Si je voulais le dire, je ne peux plus le garder pour moi. Je trouve qu'il n'y a pas. Moi, ça m'a été transmis de mon père. L'amour de la langue française, ça fait partie. Puis ça, je le ressens pas. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je travaille dans un milieu, tout le monde parle. Et c'est tous des Québécois francophones, et tout le monde parle beaucoup plus en anglais. Écoute en anglais la télévision, toute la culture. Je suis toute seule, là. Tu sais, Radio-Canada 95,1, là, je peux même pas parler de ça, ça n'a pas de quoi je parle. Pourtant, c'est le seul endroit où il n'y a pas de peu d'agression et d'agression le matin en se levant, non? C'est l'amour dans Les médias. Je suis bien d'accord avec vous, les médias ont une énorme responsabilité, mais ce ne sont que les citoyens qui peuvent faire comprendre, je veux dire, aux médias que ça ne marche pas, ça, que c'est pas. Moi, je suis très, très sensible à ça, de dire, est-ce que les Québécois. Vous savez, Jacques Godbout a soulevé comme un drame l'autre jour quand il a dit, vous savez, en 2076, les Québécois auront disparu. Bon, quand je dis Jacques Godbout, j'aime beaucoup, par ailleurs, ça peut être une provocation, une boutade, une provocation. Mais, je pense que franchement, il faut être capable d'entendre ça. Si, je veux dire, pourquoi on survivrait là, si on ne veut pas, et si on n'est pas, on sait qu'on vit dangereusement. Je veux dire, notre singularité linguistique et culturelle en Amérique, on le sait, mais si on décide, c'est pas le gouvernement, moi c'est un peu ce que je finis par dire un jour. Oui, il a fallu la loi 101 à un moment donné. Les Québécois étaient derrière le docteur Laurent, ils voulaient ça, ils voulaient travailler en français, ils voulaient vivre en français. Mais si cette volonté-là vient à se déliter, ben là, le gouvernement ne peut pas, je veux dire, se substituer totalement délité. Oui, la première fois que j'ai vu ça, c'est en France, dans un manuel informatique français. Non, c'est délité, c'est un mot français. Délité, oui, ça n'a rien à voir avec délit. Ça n'a rien à voir avec délit. Non, délité, c'est exactement. Se dissout, effectivement. Ça se dissout. C'est ça. Cette volonté. Bon, alors, ce délit, ben, effectivement. Moi, je pense qu'il faut tous ensemble, c'est pas facile, mais il faut que les souverainistes en général, bon, les organisations, l'MQ, la Société Saint-Jean-Baptiste, Montréal français, etc., mais il faut retrouver le cœur des gens pour réussir. Il faut retrouver le cœur des gens. Et moi, je vous dis franchement, j'en ai fait le combat de ma vie. Je veux bien qu'on me reproche, tu sais, bon, que ceci, cela, c'est bon, puis on n'était pas d'accord tout le temps, puis Mario le sait, puis bon. Ça, ok, ça, j'ai pas de problème. Mais enfin, personne ne peut me reprocher, il ne va pas en faire le combat de ma vie, sur le plan international, sur le plan national. Mais je me rends compte que, tu sais, c'est pas facile, là. Et par conséquent, je souhaite qu'on trouve comment, par quel angle, comment, de quelle façon, si je le savais, je le ferais. En tout cas, je ne désespère pas, hein. On est là, on est de bonne humeur, on est en forme, puis... Lâchez surtout pas. Non. Madame Baudouin,
M. Dorion, tantôt, a fait une nomenclature de tout ce que vous avez fait pour le Québec et pour votre carrière. Et vous avez été souvent décoré et honoré, et à juste titre d'ailleurs. Et ce soir, je me disais, est-ce qu'on va faire notre geste habituel de décorer notre conférencier? Et je me suis dit, oui, il faut le faire absolument, parce que la décoration que nous nous donnons, c'est celle pour laquelle je crois que vous avez toute votre tête et tout votre cœur, et c'est la fleur de lys. Merci.